Les laboratoires sont des temples de l'avenir, de la richesse et du bien-être. C'est là que l'humanité grandit, se fortifie et devient meilleure. Louis Pasteur. J'ai souvenir d'une rencontre unique avec un jeune vieillard de 84 ans, généreux et passionné. Il commençait alors à rédiger ses mémoires à son bureau de l'Institut et il m'avait invité à revenir feuilleter ses archives. C'est à regret que je ne l'ai plus jamais revu. Mais je l'ai retrouvé quelques années plus tard à travers ses lettres d'enfant, son journal d'étudiant et ses mémoires qu'il avait précieusement gardées. Ma jeunesse s'est écoulée il y a belle lurette à Salaberry de Valleyfield, une petite ville au sud-ouest de Montréal, isolée par le fleuve Saint-Laurent. Au printemps, les maladies contagieuses tuaient énormément d'enfants. Pour prévenir la diffusion de ces maladies, on placardait les maisons des malades. Placard rouge pour la diphtérie, jaune pour la scarlatine et je ne sais quelle couleur pour la grande picote, comme on appelait alors la variole. Mon père, éducateur et musicien, désirait que nous apprenions à nous familiariser avec la nature, à ne pas nous effrayer de ses turbulences, ni même de ses violences extrêmes. Armand Frappier, c'est une grande figure de la microbiologie mondiale. Et l'œuvre scientifique immense, consacrée à l'étude du bacille tuberculeux, devait avoir de très larges applications pratiques dans le cadre de la prévention par le BCG de ce redoutable fléau. La figure souriante de ma mère rayonnait la joie. Sa chevelure abondante encadrait son air délicat. Je l'aimais beaucoup. En 20 ans de mariage, elle a mis au monde 8 enfants, dont moi, l'aîné, au début de ce siècle, en 1904. Ma mère, avant d'accoucher, elle était sous la surveillance du médecin qui venait faire sa visite. Et malheureusement, il y en avait qui n'étaient pas encore domptés aux méthodes pasteuriennes. Ils conduisaient leur cheval, leur voiture, puis ils entraient, puis faisaient les examens, des fois sans se laver les mains, sans rien. Mon père, qui était organiste à la cathédrale, allait souvent, très souvent les après-midi, chanter l'office des anges pour des petits-enfants qui étaient morts. Et je me rappelle qu'il n'y avait pas de journée où on ne voyait pas de corbillard blanc qui transportait ces petits cercueils à l'église. J'ai souvenir de mon petit frère Paul, se mourant d'une méningite tuberculeuse à l'âge de 2 ans. Moi, j'ai 8 ans. Nous sommes tous en pleurs autour de lui à l'agonie. Et ma mère lui murmure des paroles d'amour. La tuberculose faisait des dégâts énormes dans les familles nombreuses à ce moment-là, souvent pauvres, où les gens vivaient dans une promiscuité totale avec un manque d'hygiène évident à l'époque, et où il n'y avait pas de médicaments curatifs pour cette maladie-là. Les antibiotiques, les sulfamidines n'existaient pas encore. Alors, on recommandait du repos, on recommandait l'air de la campagne, on recommandait des choses assez banales. En fait, les médecins étaient des assistants à la mort beaucoup plus dans ces cas-là que des thérapeutes. Peu de gens savent qu'au même moment à Paris, des disciples de Louis Pasteur, décédés depuis peu, poursuivent activement dans son institut des recherches sur les maladies infectieuses. Une équipe de chercheurs lutte contre le microbe responsable de la tuberculose. C'est vers 1900 qu'on a découvert certaines bactéries, qu'on a appris à les identifier. Et c'est aussi le commencement d'utilisation des techniques de laboratoire dans le dépistage des maladies. Avant 1900, il n'y avait à peu près pas de laboratoire à Montréal. Si je me souviens bien,
Il y en avait un tout petit qui était sur la rue Sainte-Catherine, au coin de Saint-Denis, qui avait été créé, là, deuxième étage, par 3 jeunes médecins qui revenaient d'Europe, qui étaient bien impressionnés, puis qui passaient pour des farfelus un peu, de regarder le sang, puis les urines, les selles, tout ça. Chez nous, la maison constituait un véritable sanctuaire musical, et je ne me souviens pas de m'être endormi autrement qu'aux accords du piano quand j'étais enfant. De bonne heure, mon père nous a montré, à moi le violon, à mon frère le violoncelle. Mais la pratique de la musique devait se faire rigoureusement. D'ailleurs, mon père outrepassait quelquefois les limites du calme relatif que lui imposait sa distinction ordinaire. Nous faisions de la musique, par exemple, l'été. Et mon père, évidemment, les fenêtres étaient ouvertes. Et là, vous voyez les gens qui se promenaient dans la rue, autour, devant la maison, et puis qui s'arrêtaient, puis qui écoutaient. On leur faisait un concert, pas trop cher. Le trio Frappier, mon père au piano, mon frère et moi aux cordes, se produit depuis 5 ans sur les scènes des villages de mon diocèse, à mon entrée au collège de Valleyfield à 13 ans. Une époque où j'avais plutôt la tête à la fête qu'une flamme pour la chimie. J'avais d'ailleurs déjà doublé ma 4e année. Et nous étions très indisciplinés. Nous avions décidé de ne pas faire nos devoirs, puis nous menions la grande vie comme ça. Bon, alors le professeur, devant une indiscipline comme ça, il en pouvait bien, comme on dit. Il nous fait venir à sa chambre et il dit à mon ami Caron, « Vous n'êtes qu'une grosse tonne d'orgueil. » Et il m'a fait demander presque tout de suite après, « Vous, Frappé, vous n'êtes qu'un suiveux, un mouton. » Alors, je suis venu. Et le soir, dans mon lit, il dit, « Un mouton, hein? Hey, je suis pas pour continuer à faire un mouton. Hein? » Mais j'ai réfléchi, j'ai dit, « Non, c'est pas possible. Je peux pas être un suiveux. Je vais me faire une devise pour me tenir la tête entre 2 rives. » Et j'ai fait composer une devise quand on est étudiant. « Vox non echo. » Alors, c'était très prétentieux d'avoir et non pas l'écho, hein? L'année de mes 19 ans, mes petites sœurs, Cécile, Rachel et Marie, sont passées par la rougeole et la diphtérie. À les soigner jour et nuit, maman s'est épuisée, a attrapé un rhume qu'elle a négligé par suite de ses trop grandes occupations. Voilà que le 9 avril, elle tombe de fièvre et prend le lit. Le silence du docteur Bibot qui cache le résultat d'une analyse de crachat en dit long. Repos absolu, air pur, alimentation fortifiante, voilà le traitement. J'avais été le voir, je lui demandais s'il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il faisait là, s'il y avait rien que ça. Que la médecine, dont la médecine disposait, il m'a dit, mon jeune homme, il n'y a rien qu'un vaccin qui pourra venir à bout d'une maladie comme celle-là. Les sanatoriums sont remplis. La maladie de maman s'aggrave. Le soir du 27 mai, le docteur l'ausculte longtemps. Elle étouffait quand elle allait tousser et cracher. La respiration se faisait difficile. En l'espace de 3 mois, la tuberculose, dans sa forme la plus virulente, qu'on disait galopante, venait ravir ma mère à l'âge de 40 ans, quelques mois à peine après avoir donné naissance à son 8e enfant, Marie. N'est-il pas remarquable qu'en 1924, 1 an à peine après la mort de sa mère, 2 disciples de Louis Pasteur, Albert Calmette et Camille Guérin, proclament la découverte d'un vaccin, le BCG, pour prévenir la tuberculose. Moi, je l'ai entendu une fois à la maison dire « Moi, je vais absolument faire quelque chose pour le bien de l'humanité. » Ça, je m'en souviens très bien.
Son idée, c'était de soulager l'humanité. Bon, mon père n'avait pas d'argent. Nous sommes arrivés à l'université avec 200 $ pour payer notre premier terme, mon frère et moi. Et puis là, ensuite, il fallait chercher à vivre. Mon père nous avait souvent dit que la musique pourrait nous aider à régler nos problèmes financiers. Je formai donc avec mon frère Irénée un sextuor du nom des Carabins. Pendant 5 ans, notre orchestre a joué chez Dupuis et Frères le midi et tous les soirs chez Kérulu, un restaurant en face de l'université. C'est derrière les rideaux, pendant les entr'actes, que j'étudiais ma médecine, de même que les résultats d'une étude de vaccination au BCG que l'Université de Montréal avait amorcée chez les nouveau-nés de parents tuberculeux. Durant l'été, je faisais de la musique jusqu'à 1h du matin. Avant de m'en retourner à la maison, il faut dire que je passais par l'hôpital Saint-Luc à ce temps-là. C'était un petit dispensaire. Et ils avaient déjà 25 lits. On m'avait demandé de faire un petit laboratoire pour faire certaines analyses. Et l'hôpital de la Miséricorde, qui se trouvait à la dépourvue de personnel de laboratoire, m'avait demandé également. Alors, dans ce temps-là, il y avait des analyses ordinaires de sang, le sucre et puis l'urée. Et puis chez les filles enceintes, il y avait des analyses simplement banales. Seulement, il y avait des jeunes enfants, beaucoup d'enfants. L'été, c'est affreux à dire, il en mourait 50% dans les chaleurs de l'été, parce que ces enfants étaient tous assemblés dans des grandes salles. Il en mourait grand nombre. Alors, je faisais des autopsies. J'en ai fait beaucoup d'autopsies. Et ça m'a donné une expérience des infections des enfants. Mais la maladie allait frapper de nouveau ma famille. Ma jeune sœur Marguerite meurt d'hypertension artérielle à l'âge de 20 ans. Mon père ne s'est jamais relevé de cette épreuve. Et à son tour, en 1929, 2 mois après mon mariage, il tombait, frappé d'une hémorragie cérébrale en donnant une leçon de musique, la craie à la main, devant le tableau noir. J'ai donc choisi de m'engager dans l'étude des infiniment petits. Et comme boursier de la Fondation Rockefeller, j'allais entreprendre ma formation de bactériologiste dans les meilleurs laboratoires d'Amérique. Janvier 1931, Rochester, New York. Cher docteur Parizeau, me voici enfin au comble de mes espérances. J'ai accès à tous les laboratoires et j'ai devant moi des possibilités de travail dont le contraste avec la misère et la pauvreté de l'Université de Montréal me bouleverse. Ma petite famille se porte à merveille. Votre élève reconnaissant, Armand Frappier. Pendant son séjour aux États-Unis, la préparation du BCG à Montréal est interrompue, le responsable se mourant lui-même de tuberculose. À Paris, Albert Calmette, inquiet de la possible contamination du vaccin par un médecin tousseur et cracheur, exige de l'université qu'un bactériologiste soit maintenant formé dans son laboratoire à l'Institut Pasteur, afin d'éviter tout accident grave. Aux États-Unis, j'avais rencontré les plus durs opposants au vaccin BCG. J'allais maintenant connaître les découvreurs eux-mêmes, Calmette et Guérin. La recherche, c'est une longue préparation par les études, bien sûr, mais surtout par les maîtres. Deux fois la semaine, j'assistais à la préparation du vaccin par Camille Guérin. C'était solennel. Ses mouvements étaient toujours bien calculés et le silence autour de lui assuré. On répétait que Guérin y disait sa messe.
Donc, j'ai vécu dans un milieu de découvrage. Ça influence un esprit, ça, monsieur. C'est plus fort que vous, avec tout leur groupe, leurs étudiants qui venaient de toutes les parties du monde. Dans ce laboratoire des plus en vue du monde, j'ai non seulement été formé dans la tradition et la technique de Pasteur, mais également, en visitant son tombeau, j'ai réalisé tout ce que pouvait représenter une institution de cette envergure. Vivez dans la paix des laboratoires et des bibliothèques, jusqu'au moment où vous aurez peut-être l'immense bonheur de penser que vous avez contribué au progrès et au bien de l'humanité. Louis Pasteur. En cet hiver 1933, je ramenais à Montréal la souche du vaccin que Guérin m'avait précieusement confié. Une culture contenant la bactérie atténuée de la tuberculose, c'est-à-dire capable de vacciner. Calmette avait exigé que le bactériologiste formé dans son laboratoire et selon ses techniques fasse lui-même les ensemencements des cultures et prépare lui-même les émulsions vaccinales. Je devais maintenant stériliser à fond le laboratoire et tous les instruments qui avaient été utilisés. Aucune autre manipulation de microbes, tuberculeux ou autres, ne devait être effectuée dans ce laboratoire afin d'assurer la pureté du vaccin et prévenir toute contamination dangereuse. Son prédécesseur avait beaucoup de mérite, mais ce n'était pas un homme de laboratoire. Alors il avait perdu la souche BCG qui n'était pas facile à garder. Alors le docteur Frappier, qui savait que c'était difficile, mais il avait la preuve, puis il a dû s'y mettre, créer des conditions au laboratoire pour que ça ne se répète pas. Il a fait des petites recherches et des mises au point pour être sûr que pouvait s'adapter, pouvait faire ces milieux de culture qui sont des aliments pour les bactéries, pour que ce bacille tuberculeux pousse et se développe dans les bonnes conditions pour en faire un vaccin. Et ce n'était pas quelque chose de facile, mais il l'a réussi. Alors c'était sa première activité dans ce domaine. Depuis sa découverte en 1908, la souche du vaccin est conservée, ça peut vous paraître drôle, sur un morceau de pomme de terre baignant dans la bile de bœuf, un milieu nourrissant pour entretenir la bactérie atténuée. À mon tour, afin de la maintenir vivante, je prélève un peu de culture qui s'est multipliée à la surface et la dépose dans un autre tube, sur un autre morceau de pomme de terre, puisque le premier a épuisé tous ses éléments nutritifs en nourrissant la bactérie. Je dois maintenant habituer la souche à pousser sur ce nouveau milieu. Un professeur de l'université McGill m'avait traité de criminel quand il me vit m'engager dans cette voie. Tant il est vrai qu'à ce moment, préparer et administrer un vaccin vivant, quoique atténué, était considéré d'une audace que tous n'admettaient pas, surtout de ce côté-ci de l'Atlantique. 3 étudiants vers l'assister dans cette lutte qui commençait. Victorien Fredette, Lionel Forté, puis Jean Tassé. Mais ces jeunes collègues ne pouvaient pas gagner leur vie dans ce laboratoire. C'était la crise. Pour faire la recherche, l'université ne donnait pas d'argent. C'est-à-dire que le docteur Frappier a décidé, pour faire la recherche, faire le vaccin, BCG à ce moment, vendre ce vaccin au gouvernement et, avec les reçus, payer une technicienne et commencer à faire les recherches. La recherche permettant l'amélioration régulière des méthodes préventives, de la fabrication des vaccins, etc., et développer en plus des bactériologistes, et la vente des produits permettant de financer la recherche. Alors, c'était ça la vision de Frappier, de faire à Montréal un institut comme l'Institut Pasteur,
où il y a recherche, fabrication, développement, amélioration technique, formation de personnel de tous ordres. En novembre 1936, le Premier ministre Duplessis créait le ministère provincial de la Santé et du Bien-être social. Le chef de l'Union nationale commençait à mettre à exécution un vaste projet de réforme en matière de santé publique. Armand Frappier, c'était un homme un petit peu comme Duplessis, entendons-nous, qui voulait changer les choses. Et Frappier, c'était un initiateur. Il commençait quelque chose, puis il voulait mettre la province là, à l'avant-garde dans le domaine de la recherche en bactériologie. Alors, à tout point de vue, c'était quelqu'un sur lequel Duplessis pouvait s'appuyer pour développer la province. Je me souviens d'avoir visité papa, là. C'était un moment, ça craquait parce que les planchers étaient en bois. Il m'amenait partout. Je le suivais comme une queue de veau. C'était comme un grand frère. À ce moment-là, il a toujours suivi de très près nos études, notre développement intellectuel, nos études musicales et tout ça. Il a toujours été très près de tout ce qu'on faisait. Pour lui, c'était un délassement. Il prenait son violon après le souper et jouait un petit peu. Et quand moi, j'ai été assez avancée au piano, j'ai pu commencer à l'accompagner. Et ça, c'était un grand plaisir. Un an à peine après la fondation de l'Institut, la guerre éclate. Le petit groupe de 7 chercheurs et ses locaux vétustes ne suffisent plus à la tâche. Ils quittent la petite université de la rue Saint-Denis et emménagent comme tout premier locataire à la grande université de la montagne, à peine construite. La recherche s'oriente alors vers la gangrène et le vaccin contre le tétanos, le plus grand fléau des guerres de tranchées. On avait besoin d'une ferme d'abord à l'époque. Il fallait élever des animaux parce qu'on ne faisait pas les épreuves sur des cultures de cellules. Là, ça sur des animaux. Mettons, on faisait sur des cobayes. Alors, on élevait un peu plus loin, à peu près à 25 000 à 30 000 par année. Et puis, on avait de la nourriture pour nourrir des veaux. On avait ici des génisses. Alors, on avait dans cette écurie qu'on a bâti juste au-dessus, ici, là, de la place pour 26 chevaux pour faire les sérums anti-diphtériques et anti-tétaniques. L'effort de guerre de l'Institut pour sauver les soldats canadiens et ceux de l'armée française libre s'intensifie en collaboration avec la Croix-Rouge. Et une grande équipe de techniciens et de chercheurs allait maintenant habiter l'Institut. Nous avons établi un laboratoire en un temps record dans lequel nous recevions le sang de la Croix-Rouge et nous avons délivré 150 000 pintes de sérum desséché. C'est-à-dire qu'ils étaient en bouteille, ça ne pesait pas autant, ça se conservait indéfiniment. Et puis on envoyait en même temps des bouteilles de liquide pour faire la dilution. Ça pouvait être administré sur le champ de bataille. Alors ça a été là un moment explosif dans l'œuvre du docteur Frappier. Là, il y a eu l'espace, il y a eu les fonds, il y a eu les sources de matières premières pour travailler. Alors ça, c'était une époque extrêmement importante. Comme ça, il est devenu indépendant de l'université. Maintenant, tous les autres professeurs, à 99,9% comme Ivory Snow, étaient dépendants de l'université. Il y avait un seul qui était indépendant. C'est ça, ça crée certaines jalousies et faisait critique dans ce cas disait il est commerçant.
depuis la création de l'Institut. C'est toujours trouvé quelqu'un pour dire que l'Institut, c'était une manufacture. De vaccins. Ah oui, ah oui. Pasteur allait au fond des cures pour trouver ses problèmes. C'est pas défendu de travailler sur des choses industrielles pour trouver des problèmes. Et puis, si ça rapporte, tant mieux. Ces profits-là s'en vont à la recherche. Ça a duré longtemps, ces batailles. Et puis, l'université voulait toujours avoir l'Institut, l'Université de Montréal. Il voulait que ça soit intégré dans l'Université de Montréal. Puis Armand, lui, il voulait que son institut soit indépendant. Alors, le doyen, que j'ai connu, moi, à l'époque, là, dans le temps, et puis, qui était un chirurgien assez connu. Et puis, il y avait des réunions souvent. Puis Armand y allait, puis il discutait. Je ne sais pas si je dois vous dire ça, mais une fois, en tout cas, je me suis donné à être près de la salle de réunion. Puis là, le doyen est sorti, puis il dit « Il nous a encore eu, le petit Chris. » Alors, c'était comme ça tout le temps. Il se débattait continuellement. Faire les vaccins et distribuer, c'est le travail d'un missionnaire. Ce que les intellectuels ne comprenaient pas. C'est le travail difficile, dur, en prenant beaucoup de responsabilités pour préparer les vaccins. Dans l'univers des infiniment petits, on peut trouver des choses magnifiques si on est toujours à l'affût. J'ai travaillé à l'Institut Pasteur avec le découvreur de la pénicilline, Fleming. Un jour, il a trouvé des moisissures dans un plat de pétri dans lequel il faisait pousser des microbes. Et ces moisissures empêchaient les microbes de pousser. Un autre aurait jeté ça à la poubelle, mais lui s'est dit que ces moisissures avaient donc une influence sur les bactéries. Et ça a été le commencement de la pénicilline. En 1944, la pénicilline encore expérimentale était réservée aux militaires. Mais en échange de quelques doses destinées à un jeune civil, je tenterai de prouver son efficacité contre la péritonite, une infection mortelle à ce jour. Alors, il était 3 heures du matin quand j'ai pu recevoir la pénicilline. Je l'ai injectée à ce patient. Et puis, la sœur m'avait dit, vous savez, il y a déjà la pupille dilatée sur la voie de la mort. Eh bien, j'ai dit au père, attendons demain, allons nous coucher. Puis le père restait là, à l'hôpital, à côté de son enfant. Et alors, le lendemain, à 9 heures du matin, j'étais là. Et puis, la pupille était revenue à la normale. Après que j'ai commencé à avoir des transfusions de pénicilline, la fièvre est tombée très, très rapidement. Ça a été vertigineux. Évidemment, je n'ai pas pris mes forces tout de suite. Mais là, je savais ce qui se passait, puis je les entendais. Le docteur Frappier a dit, moi, je vais venir prendre des prélèvements dans la plaie 4 fois par jour. Et je vais tenir le compte des microbes, de la disparition des microbes. Ce qu'il a fait. Enfin, il a fait un travail énorme. Pour fabriquer de grandes quantités de vaccins, la surface de la pomme de terre ne suffit plus. Au moyen d'une boucle de platine stérilisée à la flamme, je transfère la culture à la surface de ballons qui contiennent un liquide synthétique. Dans l'étuve, à 37,5 degrés, la température du corps humain, il se développe alors à la surface du milieu liquide une espèce de voile. À partir du voile d'un seul ballon, je pourrais ensemencer plusieurs autres ballons. C'est une chaîne. Tous les 14 jours, une autre série de ballons doit être ensemencée. Il a commencé par étudier donc cette souche pour pouvoir la maîtriser. Il a essayé de découvrir les mécanismes par lesquels le bacille tuberculeux s'attaquait
aux humains et aux animaux. Il n'a pas réussi là-dedans, comme personne n'a réussi, parce que le bacille tuberculeux, c'est quelque chose de très compliqué et il cause beaucoup de complications aujourd'hui. Mais il a en plus étudié progressivement d'autres sortes de bactéries qui causaient d'autres maladies pour voir si là-bas il trouvait peut-être un mécanisme qui indirectement jetterait une lumière sur l'activité du bacille tuberculeux. Et c'est là-dedans, avec des équipes qu'il a formées, qu'il a commencé au début avec ses équipes et ensuite, mais il les a laissés jouer tout seul, puis il a fini par être un chef d'orchestre vers la fin, quand il y avait beaucoup de bactéries qui étaient étudiées. L'harmonie le faisait à travers chacune de nos compétences. Et lorsqu'il y avait un problème à régler, un objectif à atteindre, nous réunissait autour d'une table, et chacun selon sa compétence disait ce qu'il pensait. Mais lui, Dr. Frappier, en dernier, il faisait le relevé de tout ça, l'exégèse de toutes nos paroles, et prenait la décision qu'il fallait. Je crois que c'était plutôt tout à fait exceptionnel, la façon de connaître les gens, de savoir un peu leurs réactions, de savoir un peu ce qu'ils désirent. Et ça lui a permis réellement d'avoir une très belle équipe et de la diriger sans trop de difficultés. C'est quelqu'un qui s'est occupé. S'il y avait une personne avait du trouble, il essayait de l'aider à régler les problèmes, même en dehors de l'institution, n'importe. C'était très, très, très attentif aux besoins des gens. Et les gens sentaient ça et c'était réciproque. En juillet 1946, une première mission amène le docteur Frappier dans le nord du Québec, sur l'île de Waswanipi, où se réunissent pendant l'été les familles cries des territoires environnants, les populations nomades étant alors fortement touchées par la tuberculose. 3h30, l'avion se pose sur la rivière. Toute la colonie est près du poste de la Hudson Bay. Visite du village. Tente montée sur carcasse de bois. Linge net et sale roulé le long des tentes. Violon pendu chez le chef Blacksmith. Toilette de bois sec. Assez loin pour ne pas contaminer l'eau. Il y a quelques années, la typhoïde avait fait plusieurs morts. C'est quoi la tuberculose? C'est quelqu'un qui est malade, qui tousse beaucoup, qui rejette des sécrétions par la bouche. Tuberculose dans presque toutes les familles. 162 personnes atteintes. Les Indiens ont la tuberculose dans les os de la colonne vertébrale, en raison du portage qu'ils font. Jusqu'à 700 livres sur leur dos. C'était avant mon mariage. Il ne piquait pas avec des seringues. Il grattait le bras avec le vaccin. Et ceux qui avaient de grosses rougeurs sur le bras, c'est ceux-là que le médecin soignait en premier. Quand le médecin ne nous connaissait pas, les enfants mouraient beaucoup, les petits-enfants. Quand il est venu à nous, les enfants ont arrêté de mourir. Le médecin nous disait toujours, si vous êtes contaminé par la tuberculose, vous allez tomber comme l'herbe qu'on coupe dans un champ. Ça nous a tellement fait peur pour nos enfants. Il est certain que dans les maladies infectieuses, c'est un combat qui n'en finit plus. La maladie infectieuse,
Elle est un être vivant, dans le fond. Elle est causée par un être vivant. Elle prend de la place dans la nature. Hein? Vous la supprimez. Il y en a d'autres qui cherchent à prendre de la place. On pense qu'on a appris beaucoup de choses. Ça fait rien que depuis un siècle environ qu'on commence à comprendre la nature. Armand Frappier entreprendra pareille mission auprès de bon nombre de réserves indiennes et de communautés éloignées d'un bout à l'autre du Canada, afin de continuer la campagne de vaccination qui devait prendre son véritable élan à partir de 1949. Il faut maintenant que je récolte dans une espèce de tamis spécial les cultures bactériennes qui ont poussé dans les ballons pendant ces quelques jours restés dans l'étuve. Les microbes qui se sont agglomérés, qu'on appelle aussi le gâteau, sont ensuite expulsés pour être broyés dans un matelas qui contient des billes d'acier, auxquelles j'ajoute un liquide de culture. Le liquide crémeux que j'obtiens finalement, c'est ça le vaccin BCG. C'est comme du lait, sauf que c'est brunâtre. Et c'est assez curieux, ça sent les toasts brûlés. La province de Québec était divisée dans 70 unités sanitaires. Il avait fallu avoir 70 médecins préparés dans la santé publique, qui comprennent bien les problèmes de santé publique et comment les résoudre. Nous, avec l'aide du gouvernement, ministère de la Santé, il a créé ici à l'Université de Montréal une école d'hygiène dont il était le doyen. Comme il n'y avait pas d'autre école d'hygiène de langue française au monde, l'Organisation mondiale de la santé envoyait les médecins de tous les pays francophones ici à Montréal pour se préparer dans la santé publique. Le docteur Frappier était en même temps, il portait 3 chapeaux. Il était directeur de l'Institut, qui était la grande institution qu'il avait créée. Il avait créé l'école d'hygiène, il est devenu doyen. Et il était directeur du département avant. Il avait commencé avec ça, puis il est resté longtemps. Mais il avait arrangé tout ça pour que ça fonctionne en s'entraidant, comme les bactéries s'entraident. Alors, on avait une bibliothèque commune qui était merveilleuse, qui dépassait toutes les bibliothèques de tout département de microbiologie. Puis s'il y avait quelqu'un qui voulait visiter le département, il disait, voilà la bibliothèque du département. C'était vrai. Ça lui permettait d'avoir une bibliothécaire, excellente bibliothécaire, qui était bon. Et puis, on avait un bibliothécaire, et on avait quelque chose de merveilleux. Il y avait des gens qui venaient pour l'école d'hygiène, puis on leur montrait la bibliothèque de l'école d'hygiène. C'était la bibliothèque de ces 3 institutions, qui était absolument épatante. C'est drôle. On ne peut pas dire qu'il était orgueilleux, c'est plutôt de la fierté. C'était un mélange parfait, de fierté puis d'humilité. Des fois, c'est de l'humilité qui l'emportait, d'autres fois, c'était la fierté. Il était humble tout en étant très fier de lui, mais il était très intelligent, alors il savait que... Il connaissait ses limites, en fin de compte. Il avait le sens de la scène, c'était comme un acteur très doué qui, donc, était une présence très évidente et qui était ajustée au milieu, dans un rien de temps. Alors, c'était mon premier cours en bactériologie à ce moment-là, parce que c'est lui qui nous donnait le premier cours. L'introduction. L'introduction. Et l'image que je me souviens le plus, c'est qu'il décrivait le monde bactérien comme étant un film de matière fécale qui entourait le globe terrestre, qui nous entourait tous. Alors, ça faisait une image un peu morbide, mais je veux dire, l'image m'est restée, donc l'image était bonne. C'était un homme qui avait une grande richesse intérieure. Alors, ça sortait par tous les pores, c'était facile. Je ne sais pas si sur le nombre de canards qu'il avait chassés, disons, au cours
de l'automne, il avait fait un comptage minutieux ou non. Mais n'importe, c'était impressionnant. Au début des années 50, la recherche sur le virus de la poliomyélite devait s'activer, une nouvelle épidémie faisant des ravages spectaculaires. Des dizaines de cas dans des poumons d'acier avaient la paralysie des muscles respiratoires. C'était d'une tristesse effroyable et toute la population criait pour avoir du vaccin. Toutes les mères de famille empêchaient les enfants d'avoir chaud. Ils disaient, il faut pas que tu aies chaud. Nous autres, je me souviens que ma mère nous disait, courez pas, courez pas. Puis dès qu'elle en voyait un qui était un peu en sueur, je me souviens de la panique dans son visage. Puis il fallait pas non plus aller dans des endroits publics. Il fallait pas aller dans des endroits où il y avait beaucoup de monde. Une pression qui se matérialisait, par exemple, par des appels téléphoniques, des pressions de journalistes. On était obligé d'inventer la méthode de fabriquer le vaccin. On était obligé de l'inventer. Il n'y avait pas d'autres vaccins contre la polio avant à ce temps-là. Et au bout de 5-6 ans, on a pu mettre le vaccin sur le marché à la disposition des gens. Le personnel de l'Institut atteint maintenant 450 personnes et doit quitter l'université pour occuper de nouveaux laboratoires sur la ferme de la Val-des-Rapides. Les gens sont venus de Russie, de Japon, voir comment on faisait le vaccin de la polio. Pour la bonne raison que ceux qui le faisaient aux États-Unis ne voulaient pas voir personne rentrer dans leurs usines. Nous autres, on ouvrait les portes. D'ailleurs, si Pasteur nous avait fermé les portes, on n'aurait jamais été capable d'apprendre comment on fait des produits biologiques, qu'est-ce que vous voulez. Façon de penser, façon de suivre les maîtres, continuer la tradition, dévouement. Et aussi, peut-être la façon de penser qu'on trouve chez Dr Armand Frappier et très peu dans d'autres institutions, c'est penser à quoi bon votre recherche. Est-ce que votre recherche va apporter quelque chose? On ne fait pas à Pasteur recherche pour la recherche, on fait plutôt recherche pour quelque chose, pour aboutir à quelque chose. Vraiment, il a donné les conditions de travail, peut-être qu'on peut trouver rarement dans les laboratoires du monde. Il donnait cette liberté de travail, liberté de choisir. On parle qu'il n'y avait pas d'argent pour la recherche dans la province de Québec. Je suis venu en 1948 et Dr Frappier a trouvé l'argent pour moi pour commencer à faire la recherche. Disons, on était tous modestes. Le docteur Frappier était toujours très modeste. Il ne permet pas les extravagances. Mais on avait assez d'argent pour commencer la recherche. Et c'est ça qu'il donnait les conditions de travail, il donnait le support, et bien il demandait les résultats. En 1970, à partir de la souche mère que Calmette et Guérin avaient découverte en 1908, des chercheurs de notre institut annoncent au monde entier que chez les enfants vaccinés par le BCG, on observe une réduction de 50% des risques de cancer par leucémie. Au début des années 80, le vaccin BCG était reconnu cette fois comme traitement principal du cancer superficiel de la vessie. Mais l'histoire du BCG n'est pas encore terminée. Il peut nous apporter d'autres surprises. Le mécanisme de son action dépendant des systèmes mystérieux qui gouvernent l'équilibre de la vie. C'est une lutte biologique
qui existe entre l'homme et ses parasites, et cette lutte ne finira jamais. On peut même prendre l'exemple des bactéries classiques, les staphylocoques, les streptocoques, contre lesquels on avait d'excellents antibiotiques, la pénicilline, la streptomycine et d'autres. Eh bien, ces bactéries deviennent résistantes. Elles inventent elles-mêmes des moyens de résister à ces antibiotiques. Donc la lutte contre les bactéries, c'est une lutte perpétuelle. On doit toujours trouver de nouveaux types d'antibiotiques pour vaincre ces résistances. Il y a aussi la tuberculose. La tuberculose commence à nouveau à tuer davantage, même dans les pays développés. Et il existe ce qu'on appelle des souches multirésistantes aux antibiotiques. Et contre ces souches, on est pratiquement désarmé. Donc voilà encore un problème nouveau qui se pose à nous et qui risque encore d'être amplifié par le sida, puisque cette tuberculose multirésistante se développe surtout sur des gens qui sont immunodéprimés, donc par exemple atteints de sida. Nous sommes entrés dans une sorte de course, il ne faut pas être trop pessimiste, on la gagnera, on aura des victoires, mais il faut savoir qu'on doit toujours être vigilant, et les instituts de recherche, comme l'Institut Pasteur, l'Institut Armand Frappier, sont des sortes d'instituts sentinelles qui doivent veiller justement à ce qu'on puisse trouver de nouveaux moyens de lutte contre ces nouvelles maladies ou ces nouvelles inventions des germes que l'on connaît déjà. Nous tous, nous construisons un édifice. On met une brique après l'autre. Il y a certains qui font les coins de la maison. Mais les briques, très important. Mais ce n'est pas visible. Ce qui est visible, c'est le dernier venu qui met la dernière brique sur le toit. Et dans ce cas, on crie, c'est ça la découverte. Non, la découverte, c'est tout l'édifice qui était construit. C'est pour ça que les chercheurs ne cherchent pas de mettre cette dernière brique. Ce qui est important, c'est faire les bases très solides pour les connaissances. C'était donc très, très intéressant de voir quelqu'un qui avait saisi, qui avait un moment à ne pas manquer, que la civilisation matérielle dans ce secteur était en pleine explosion, puis qu'il fallait former des jeunes très avancés, bien formés, etc. Alors c'était, en même temps, c'était pas pour l'Institut, ça, c'était pas pour les choses, c'était pour l'avenir. Et son intérêt pour cette jeunesse qui méritait d'être formée. Bien, c'était son œuvre. C'était son enfant. Il a donné naissance à cet enfant. Il a vu grandir, a vu arriver à un renommée internationale. Vraiment, l'Institut est devenu adulte. Et soudainement, briser le lien, couper le cordon ombilical était trop dur. Non, il devait rester. Sa plus grande œuvre, c'est créateur de l'Institut, créateur de l'école d'hygiène. Vision, créateur des savants. Je suis aussi l'œuvre du docteur Frappier. Je l'ai accepté comme mon maître, qui m'a guidé, avec qui j'ai pu discuter, pour expliquer mes idées. Et j'ai toujours fier quand il dit « je suis d'accord avec toi ». C'est ça le travail de maître. Mais c'était un homme exceptionnel, c'était un privilège d'avoir des relations avec lui, de travailler avec lui. Il vous faisait sentir que vous participiez à quelque chose qui était important, ça venait tout naturel. Il ne prêchait pas, c'était pas le genre, mais c'était très, très, très efficace. Les gens sentaient qu'ils participaient à quelque chose de très, très beau, de très utile, tout ça. Ma bien chère maman, je ne pourrais t'écrire longuement car j'ai de nombreux devoirs à rédiger et je sais que tu tiens tant à ce que je ne néglige pas mon travail.
ce bonheur est le mien aujourd'hui, chère maman, de te dire que je t'aime. Tu as vu que ces dernières semaines, j'étais plus fort en classe. Je vais m'efforcer le reste de l'année à être plus sage, plus docile et meilleur. Tout pour te prouver ma reconnaissance, car je t'en dois beaucoup depuis 12 ans que je suis ton petit Armand. Je te souhaite une bonne fête, beaucoup de bonheur, et de vivre bien longtemps afin que j'aie le temps de te fêter. Ce sont les vœux de ton petit garçon, Armand. Le 13 décembre 1991, alors âgé de 87 ans, le jeune vieillard qui m'avait fasciné quittait son bureau, le manuscrit de ses mémoires terminé. Pour la première fois de sa vie, avait-il dit, je n'ai plus de projet sur ma table de travail. 4 jours plus tard, il menait son dernier combat. Lui survivent 40 professeurs-chercheurs, une centaine d'étudiants qui poursuivent, dans la tradition qu'il leur a léguée, cette mission de formation et de recherche en santé publique, entreprise il y a plus de 50 ans, en cet hiver 1933, rue Saint-Denis, à Montréal.